Bonjour à tous, bienvenue pour cette première table ronde sur le sujet de la transformation numérique de l'économie et la place de la sécurité et de la confiance dans cette transformation. Alors, avant de faire monter nos intervenants, je vais commencer par un rapide cadrage de la problématique avec ce premier slide. Donc les enjeux de la digitalisation pour les entreprises, vous le voyez très bien. Donc c'est une enquête qui a été réalisée en début d'année auprès d'entreprises françaises. La première réponse qui est donnée sur ces enjeux, je vais y arriver, c'est la sécurité des données. Donc là, c'est un indicateur qui est plutôt un indicateur du point de vue organisationnel, du point de vue interne, mais on voit très bien que la sécurité est un enjeu absolument clé dans cette démarche de transformation numérique. Donc deuxième slide, vraiment quelques indicateurs comme ça pour vous faire comprendre un peu les enjeux. Le nombre de terminaux explose complètement. Alors là, j'ai choisi de vous montrer la courbe de croissance des ventes de smartphones en France, donc en millions d'unités. Donc on voit très bien qu'effectivement, ce chiffre vraiment est en croissance absolument importante. Quasiment la moitié des utilisateurs de smartphones français ont visité une boutique en ligne au cours des trois derniers mois. Autre chiffre qui va avec celui-là et qui montre que l'usage de ces terminaux est un usage qui est transactionnel. Donc, derrière ce nouvel usage, on comprend bien que l'enjeu de la sécurité derrière va être absolument fondamental pour pouvoir réussir en fait cette transformation. On ne pourra pas faire sans la sécurité. Alors en même temps, on a aussi, on va le voir tout à l'heure, mais on a aussi des menaces qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus complexes aussi, sophistiquées, hein, des attaques qui peuvent venir d'horizons géopolitiques très diverses. Donc voilà, on est aujourd'hui dans ce contexte-là. Alors, autre tendance, donc là il faut aussi en parler, c'est la question du cloud qui arrive. Donc on a ce nouveau modèle, finalement, de consommation d'applications, cette possibilité qu'ont aujourd'hui les entreprises d'héberger leur système d'information chez un fournisseur et finalement de consommer la ressource informatique à la demande. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet, et c'est pour ça que cet indicateur va bien dans ce sens-là. Là, on a demandé à des DSI, vous pouvez voir en bas, c'est un indicateur JDN, Club Décision DSI. Effectivement, c'est intéressant parce que ça permet de faire sortir la ligne informatique de la dépense d'investissement pour la faire entrer dans la ligne dépense d'exploitation. Donc c'est pratique. Et en même temps, si on revient au slide d'avant, on lance de très nombreux services numériques. On n'est pas sûr que ça va marcher. Donc effectivement, dans ce cadre-là, appuyer ces services sur des dépenses d'exploitation, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne prend pas de risque. Voilà. Mais en même temps, on a aussi derrière ce phénomène, alors voilà, là juste un petit slide intermédiaire pour vous montrer un peu quel est l'état du cloud en France. Donc aujourd'hui, on a 12% des entreprises françaises qui sont rentrées dans ce système. Et on a 36%, donc pour les entreprises plus importantes de plus de 250 personnes, on a 36% des entreprises françaises qui ont déjà recours. Donc ça reste quand même, même s'il y a une volonté d'aller vers ce modèle, ça reste relativement encore aujourd'hui, relativement faiblement adopté, mais ça va quand même. Voilà, on peut anticiper une progression assez conséquente et dans les années à venir. Après, les freins, et là on en vient toujours au même problème, les freins, c'est la sécurité. Voilà. La sécurité, pourquoi ? Là, c'est assez simple.
on fait sortir les données et les applications de l'entreprise. Donc, on prend quelque part, on se dit qu'on prend un risque, hein, puisqu'on ne maîtrise plus les serveurs sur lesquels les applications et les données sont. Donc, se pose la question de la sécurité. L'autre problème, c'est le point numéro 3. Hein. L'autre frein, qui est finalement assez lié, hein, c'est celui de la localisation des données. Donc, dans le cloud, quand on met ces données, ces applications dans le cloud, parfois, on ne sait pas forcément très bien où elles vont. Donc là, c'est juste un petit slide intermédiaire pour vous montrer un peu quelles sont les parts de marché. Hein. On voit bien que ça se situe plutôt côté américain. Donc là, c'est des parts de marché mondiales. Et là, mon dernier slide, donc pour conclure sur cette petite présentation de cadrage, les deux points fondamentaux qui vont se poser et qu'on va aborder avec nos intervenants, c'est la sécurité et la souveraineté des données dans ce contexte qu'on a vu là. Voilà, donc voilà pour quelques éléments de mise en contexte. Alors je me rends compte que j'ai beaucoup d'avance, mais c'est pas grave. C'est vrai que voilà. Je vais appeler tout de suite mes premiers intervenants si ça dérange personne. Donc c'est bon pour la régie. Donc voilà, j'appelle mes 3 premiers intervenants. Jean-Paul Mazoyer du SIGREF, Olivier Piou de Gemalto et Guillaume Poupard de l'ANSSI. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Jean-Paul Mazoyer, je commence par vous, si vous voulez bien. Donc vous êtes DSI du Crédit Agricole, mais ici vous allez vous exprimer au titre de membre du SIGREF. Alors le SIGREF, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe 130 entreprises et organismes français qui, je cite, a pour but de promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance. Je cite sous votre contrôle. Et vous présidez donc le cercle cybersécurité de cette association. Olivier Piou, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Gemalto. Alors Gemalto, c'est un des leaders mondiaux de la sécurité numérique. Et Gemalto est notamment spécialisé dans la carte SIM et dans le passeport électronique. Et on va notamment parler de ce point. Guillaume Poupard, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI a pour mission de défendre les systèmes d'information de l'État. Je résume. Mais aussi, l'ANSSI a une mission de conseil et de soutien aux opérateurs d'importance vitale. Alors, bien évidemment, on va aborder toutes ces questions. Vous allez nous expliquer notamment ce qu'est un opérateur d'importance vitale. Je voulais commencer avec vous, Jean-Paul Mazoyer. Une question vraiment de cadrage extrêmement large. Où placez-vous sur l'échiquier de la transformation numérique la problématique de la sécurité? Est-ce que c'est un prérequis? Où est-ce que vous la placez? Je pense qu'il faut, pour démarrer, rappeler 3 évidences. La première, c'est qu'il est inutile de croire que l'on réussira la transformation digitale sans la confiance des clients. Tout simplement. Et cette confiance va avoir tendance à s'éroder au fur et à mesure des attaques que l'on aura, qui seront de plus en plus visibles en matière de cybersécurité. La deuxième évidence, c'est qu'il est inutile de croire que l'on va réussir à sécuriser le système d'information de l'entreprise avant de réussir sa transformation digitale. Et que nous ne sommes absolument pas à l'abri de l'imaginaux numérique au niveau de nos entreprises. Et la troisième, c'est qu'il est inutile de croire également que l'on pourra tirer tous les fruits de la transformation digitale sans avoir intégré la cybercriminalité dès le départ. Ce qui veut dire que dans mon esprit, la transformation digitale et la cybersécurité sont totalement et étroitement imbriquées.
et que l'important, c'est d'arriver à faire travailler les DSI et l'ensemble des organisations, depuis le PDG d'une entreprise jusqu'au dernier de ses salariés, sur ces deux thèmes à la fois en même temps. Donc Guillaume Poupard, par rapport à ce qui vient d'être dit, donc moi je voulais d'abord juste revenir avec vous un peu sur les grandes missions de l'ANSSI, et notamment celles qui vont nous intéresser ici, c'est-à-dire les missions liées aux opérateurs d'intérêt vitaux. Donc d'abord, qui sont ces opérateurs, premièrement? Ça, c'est la première chose. D'abord, pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Paul, on partage exactement la même vue. Pendant très longtemps, la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité des systèmes d'information, maintenant on parle de cybersécurité, mais c'est fondamentalement la même chose. Pendant très longtemps, ça a été vécu comme une contrainte, un facteur de coût, un facteur de risque, un facteur de délai. Bon, simplement aujourd'hui, ça c'est plus tenable. La question, c'est vraiment de prendre en compte la sécurité au juste niveau de la menace. Dans mon quotidien, j'ai encore trop souvent affaire à des gens qui sont soit dans un mode de négation de la menace, et donc qui ne sont pas motivés pour faire de la sécurité, soit des gens qui ont d'un seul coup basculé dans le mode panique, et qui ne sont pas plus efficaces au final, parce que c'est quelque chose qui doit être traité sereinement, dans la durée, avec des experts, avec une prise en compte par tout le monde de ce que doit être la sécurité. Et ça, pour faire ça, évidemment, il faut faire des priorités, même si évidemment tout le monde a le droit d'être protégé, et c'est un des rôles de l'État. Et la priorité que l'on a fixée au niveau de l'agence, ce sont les réseaux des administrations, et notamment les réseaux les plus sensibles, donc là aussi on a une gradation, et ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale, qui préexistent à ces questions de cybersécurité, qui sont listés, la liste est classifiée pour, simplement parce qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer pourquoi certains sont d'importance vitale. Mais globalement, on va retrouver tous les grands acteurs des domaines financiers, des domaines de l'énergie, des transports industriels, voilà, tous les acteurs publics ou privés dont la sécurité est importante pour eux-mêmes, mais également pour la nation en général. Et donc notre priorité aujourd'hui, en nous appuyant sur la loi, ce qui fait de nous un pays leader au niveau mondial dans ce domaine-là, mais pas le dernier probablement, en nous appuyant sur la loi, on va aujourd'hui développer des règles de sécurité, des règles de contrôle, des notifications d'incidents, de manière à faire en sorte que cette question de la sécurité soit prise au bon niveau et avec la sérénité qui va bien, mais également les moyens qui s'imposent pour être à la hauteur des menaces qui, comme vous l'avez rappelé, sont malheureusement en forte croissance et qu'on ne va pas faire cesser. Donc l'idée de faire cesser les menaces est totalement illusoire. Par contre, l'idée d'avoir une démarche efficace face à ces menaces est parfaitement réaliste. Et grosso modo, donc, au niveau des moyens et de l'approche que vous avez, là je parle vraiment je reviens à ma question sur les opérateurs d'intérêt vitaux. Est-ce que vous pouvez nous la détailler un tout petit peu? Quelle est la démarche que vous avez avec eux et quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour épauler ces opérateurs dans cet enjeu? Donc on est à la fois là pour aider les opérateurs, certainement pas pour les contraindre, même si la loi a une application qui s'impose, mais on est vraiment là pour les aider, ces opérateurs. On est là pour apporter une expertise technique, une expertise opérationnelle si nécessaire, mais en même temps en gardant bien à l'esprit que la sécurité de ces opérateurs d'importance vitale, comme de tous les autres acteurs qui comptent, ne peut pas être sous-traitée à l'ANSSI ou à je ne sais quel prestataire privé. La sécurité d'un opérateur est avant tout son problème à lui, et le dialogue que l'on a avec ces opérateurs est justement là pour nous assurer que les questions sont prises au bon niveau, pour apporter des éléments techniques, opérationnels, pour apporter des solutions. Et notamment, ce que l'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est la qualification de prestataires, puisqu'on a affaire à des métiers qui sont quand même des métiers très particuliers. Le fait de faire des audits de sécurité, de détecter des attaques, de réagir après incident, c'est compliqué. La plupart des victimes aujourd'hui ne sont pas armées pour faire de la réaction propre face à des incidents informatiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions. Et ces solutions, dans certains cas, peuvent venir de l'administration, et notamment de l'ANSSI. Dans la plupart des cas, dans l'avenir, ces solutions vont venir de prestataires qui seront à la fois compétents et de confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un prestataire compétent? Sur la base des slides du commercial, c'est difficile à juger. Qu'est-ce que c'est qu'un prestataire de confiance? Sur la base de sa bonne foi et de sa bonne tête, c'est pareil, c'est difficile à juger. Donc là, le rôle important que l'on joue consiste à qualifier ces prestataires de manière à dire au nom du Premier ministre, donc c'est quelque chose de très fort, c'est pas un label, c'est pas un autocollant de plus, hein, c'est vraiment un label très très fort que l'on porte, de manière à dire, voilà, cette liste-là,
ce sont des gens qui sont compétents et de confiance. Vous pouvez travailler avec eux, vous pouvez avoir confiance en eux, ce qui n'empêche pas évidemment ensuite d'avoir une relation de nature privée, notamment en termes contractuels, où là on essaie d'intervenir le moins possible. Alors après sur la démarche, parce que vous recommandez d'après ce que j'ai compris aussi des démarches, là l'idée c'est de placer la sécurité vraiment très en amont en fait, du processus de R&D. La sécurité, c'est pas quelque chose qu'on rajoute. Donc ça, on est tous d'accord, je pense, pour le dire. L'illusion du passé qui consistait soit à faire des lignes Maginot, bon, ça marche pas, les lignes Maginot, dans ce domaine-là, pas plus que dans d'autres. L'illusion qui consiste à sous-traiter la sécurité, genre c'est pas mon problème, je vais faire un chèque une fois par an à un prestataire, ça ne marche pas non plus. On pourrait passer la matinée là-dessus sans problème, mais pour résumer en gros la doctrine actuelle que l'on applique, et c'est pas une spécificité française ou une spécificité de l'ANSSI, hein, c'est quelque chose de partagé au niveau international. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est en gros 3 choses. Une démarche de protection. Les systèmes doivent être conçus pour résister face à des menaces bien identifiées. Et pour ça, il faut faire cette démarche d'analyse des menaces. On ne va pas défendre de la même façon tel système ou tel système. Les menaces sont variées, les contraintes sont variées. Donc voilà, une démarche de protection qui peut aller dans certains cas jusqu'à faire des lignes Maginot, soyons clairs. Mais en général, ce n'est pas la bonne solution. Ensuite, une fois qu'on a fait cette démarche d'architecture, et ça forcément c'est fait dès le départ, parce que les contraintes de sécurité, c'est dès la planche à dessin qu'il faut les prendre en compte, et certainement pas à la fin, pour que ce soit simplement jouable. Donc protection, de la défense qui consiste à dire que quelles que soient les mesures de protection qu'on a mis en place, il faut rester très modeste. Les systèmes sont faits pour être interconnectés, sont faits pour échanger de l'information. On ne peut pas faire confiance à tout le monde au sein de l'entité, ça c'est absolument pas réaliste. Et donc une démarche de détection doit être ajoutée là-dessus pour se rendre compte le plus tôt possible d'événements anormaux. Événements anormaux, ça peut être de l'intrusion informatique, ça peut être de l'exfiltration de données, ça peut être des débuts de sabotage. Et donc là, si on n'est pas à la recherche de ce genre de signaux faibles au départ, qui ensuite deviennent de moins en moins faibles, eh bien on a le vrai risque de perdre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, en pratique, entre une attaque qui est détectée dans la journée et une attaque que l'on détecte au bout de 3 ans, évidemment, vous imaginez que les conséquences ne sont absolument pas les mêmes. Donc il faut être très modeste et en même temps avoir cette démarche de rechercher les ennuis, quelque part, de détecter les attaques pour être capable de bien les traiter. Excusez-moi, je termine juste parce qu'il y a un troisième point qui est absolument fondamental pour vous. Il y a un facteur humain. On est dans un domaine qui est fondamentalement technique, qui peut sembler très déshumanisé, mais en pratique, les humains, ils sont dans la boucle. Ce sont eux qui jouent un rôle important. Alors les informaticiens disent que l'interface chaise-clavier est le maillon faible de l'affaire. C'est très péjoratif. Je dirais plutôt qu'il faut apporter le bon niveau de formation à chacun, le simple agent, le PDG, l'expert SSI, l'expert cybersécurité. Bref, tout le monde doit avoir son rôle à jouer, doit savoir quel rôle il a à jouer. Et doit avoir les moyens de le jouer. Alors Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors justement, par rapport à ce point-là, c'était précisément une question que je voulais aborder. Est-ce que l'ANSSI a aussi une mission de sensibilisation ou pas? Parce que on sensibilise. Le citoyen, l'opinion publique, parce que comme vous le dites, l'important, c'est de jouer collectif. Donc l'idée, c'est pas de dire l'ANSSI va tout faire, surtout pas. On n'est absolument pas dans cette idée-là. On a plein de collaborations au niveau étatique avec d'autres ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères, les ministères économiques, la justice de plus en plus. L'idée étant vraiment que chacun soit dans son métier et dans ses compétences, et également, voire bien plus encore, le développement de liens avec les prestataires du domaine du privé, qui ont également un rôle absolument fondamental à jouer. Et le leitmotiv que je répète constamment, c'est que face à des attaquants qui sont quand même de plus en plus puissants et de plus en plus organisés, c'est uniquement de manière collective et de manière groupée que l'on a une chance d'apporter une solution efficace. Et là, pour le coup, si on est capable d'être collectif, je suis relativement optimiste. Jean-Paul Mazoyer, vous, quel est votre avis sur l'ANSSI et notamment sur la collaboration avec les opérateurs d'importance vitale? Est-ce que vous estimez, donc en tant que président du cercle cybersécurité du CIGREF, est-ce que vous estimez que cette démarche de l'ANSSI va dans le bon sens et que la collaboration se passe bien? On travaille étroitement avec l'ANSSI sur l'élaboration de ce qu'on appelle des arrêtés sectoriels. Il est évident, et Guillaume l'a évoqué, que les demandes qui vont être faites à chaque secteur d'activité, le niveau de maturité de chaque secteur d'activité est totalement hétérogène. Tout simplement parce que moi je suis dans une entreprise financière, ça fait très très longtemps qu'on manipule beaucoup plus d'octets que de billets de banque. Ce qui veut dire que les sujets de cybersécurité sont des sujets qui sont notre quotidien depuis des années, pour ne pas dire des décennies.
Et le niveau de maturité est évidemment, encore une fois, hétérogène selon les secteurs. L'ANSSI a cette capacité justement à s'adapter par secteur d'activité et à dire voilà ce que l'on va faire tous ensemble. Élever le niveau de jeu, ce que Guillaume a évoqué en disant ça va depuis le PDG jusqu'aux salariés. Élever le niveau de jeu de l'ensemble des acteurs d'un secteur économique, il y a les OIV, mais il y a également tous leurs sous-traitants, est absolument indispensable si on veut gagner en confiance. Et je reprendrai les domaines que Guillaume a évoqués. Donner confiance pour un OIV, mais également pour l'ensemble d'un secteur d'activité, c'est évidemment protéger nos systèmes. Ça, on l'a évoqué. C'est protéger à la fois nos infrastructures, nos données, nos applications, depuis le début jusqu'à la fin. C'est savoir détecter. Et pour ça, il faut se doter d'un certain nombre de dispositifs et d'organisations que tous les acteurs et même tous les OIV n'ont pas. Il faut montrer sa capacité à réagir. La question n'est plus de savoir si et même quand on va se faire attaquer. La question, c'est de savoir dans quel état de préparation seront les entreprises au moment où elles seront attaquées. Et cet aspect de savoir réagir, ça se travaille. C'est l'anticipation. Oui, ça se travaille. Ça se travaille par des exercices de crise, ça se travaille par un certain nombre de choses. Alors, et le quatrième élément sur donner la confiance, c'est d'expliquer la menace et de sensibiliser et de rassurer en même temps. À la fois vis-à-vis de l'opinion publique. Il y avait un article dans le journal du Net qui comparait la sécurité routière avec la cybersécurité en disant il faut sensibiliser. On conduit aujourd'hui sur Internet comme on conduisait sur les routes en 1972 où il y avait 13 000 morts. Voilà. Donc on a un travail de sensibilisation vis-à-vis à la fois de l'ensemble de l'opinion publique et je crois aussi de façon très forte des salariés des organismes d'importance vitale. Parfait. Alors le sujet de la journée, c'est l'Europe. Donc Guillaume Poupart, question sur l'ANSSI. Est-ce que vous menez des coopérations au niveau européen ou pas? Comment? Je crois que vous avez... C'est un sujet très vaste. Vous avez notamment mené un certain nombre d'exercices, justement. Tout à fait. On parlait d'exercices d'anticipation au niveau européen, je crois. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une coopération opérationnelle qui se met en place. Quand je dis opérationnelle, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'échanger des éléments très sensibles. La coopération opérationnelle, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, elle fonctionne sur une base bilatérale et sur la base d'une construction de la confiance qui est rendue très complexe par le fait que nos meilleurs alliés sont parfois ceux qui nous écoutent. Donc ça, évidemment, on n'est pas naïf, évidemment, on en a conscience, mais évidemment, ça ne doit pas non plus mener à des solutions trop simplistes, du genre, puisque j'ai confiance en personne, je travaille tout seul. Non. Avec nos alliés, on a 99% de la menace en commun. Donc il faut évidemment qu'on soit capable de l'affronter ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une approche plus multilatérale dans le cadre de l'Europe ou dans le cadre de l'OTAN. Donc, évidemment, dans un domaine, on est plutôt civil, dans un domaine, on est plutôt militaire, mais il y a des tas de choses à faire en termes de développement de règles communes, de process communs, parce que la France seule, on ne va pas faire de ligne Maginot autour de la France dans le cyberespace. Une fois encore, dans le domaine physique, ça ne marchait pas, ce n'est pas dans le domaine numérique que ça a fonctionné, ce genre de choses. Donc on doit impérativement travailler avec nos partenaires, travailler avec ceux qui ont un bon niveau de manière à progresser collectivement, travailler avec ceux qui sont plus en retard de manière à les faire monter en gamme, parce que ce n'est pas du tout notre intérêt d'avoir des amis en Europe qui ne sont pas au niveau en termes de sécurité. Et ça, c'est un tout. Et c'est un tout qui s'appuie notamment sur une politique même européenne, puisqu'aujourd'hui l'Europe s'empare de ces sujets de sécurité. On a deux exemples typiquement. Le règlement EIDAS, quelque chose de très technique, mais qui est quand même en train d'imposer au niveau européen le fait d'avoir une reconnaissance mutuelle des différents procédés d'identification, d'authentification, de signature. Demain, voilà, alors je dévoile pas, mais c'est quelque chose. Mais c'est une démarche qui est très très bien, parce que autant pousser une telle démarche au niveau national. Pour être franc, on a essayé depuis 10 ans, on n'a pas vraiment réussi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas à la hauteur de nos espérances. Une approche européenne nous semble donner un second souffle particulièrement intéressant. Et l'autre exemple, c'est la directive Nice sur la sécurité des réseaux, directive qui est encore en cours de négociation, mais que l'on pousse énormément aussi, puisque c'est exactement ce que l'on a transcrit avant l'heure, avec la loi de programmation militaire et la défense des opérateurs d'importance vitale que vous avez déjà cités. D'accord. Alors vous, Olivier Piou, sur la question de la protection des données des systèmes d'information, vous êtes aussi assez sensible à ce point particulier. Disons que nous opérons dans le domaine civil. Donc on exclut déjà tout ce qui est le militaire ou l'espionnage, où effectivement monsieur expliquait que parfois il y a des gens qui vous écoutent et on se demande si c'est vraiment vos alliés. Donc ça, c'est pas vraiment notre question.
Notre question, elle est effectivement plus autour de l'identité numérique, c'est-à-dire que vous avez diplomatiquement très bien dit que l'Europe venait à notre secours parce qu'on n'avait pas trop réussi en France. Moi, ce qui me surprend, c'est effectivement que l'Europe a adopté, et c'est très bien, un règlement. Donc un règlement, ça s'applique directement. Hein, c'est contrairement à une directive, il n'y a pas de transcription nationale. Donc un règlement qui impose et qui encourage l'usage d'une identité numérique. Sur les 28 pays, il y en a 16 qui ont fait le choix d'une identité forte. Et puis vous avez une identité moyenne ou faible. Et nous, on a fait le choix de la médiocrité. Alors, on a choisi un truc moyen. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que les services numériques qui seront garantis par cette confiance forte soient garantis avec des identités qui soient émises par d'autres pays. Alors, des pays dont on se moque parfois, hein, l'Estonie, le Portugal. Alors justement, la liste de ces pays européens qui ont fait donc Estonie, Portugal. Elle est longue, la Finlande, la Suède, il y en a là, plus de la moitié. Donc, j'ai noté Portugal, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède. C'est ça ? Il y en a encore d'autres. Et ce qui est intéressant dans ces pays-là, c'est que, et alors M. Oettinger en parlait tout à l'heure, c'est que Oettinger, à la commission, il reporte à M. Ansip, qui est de l'Estonie. En Estonie, donc ils ont été confrontés à une cyberattaque, donc des Russes, ça venait de la Russie il y a quelques années, et ils ont déployé cette identité forte. Et aujourd'hui, vous avez accès à plus de 4000 services en ligne. Et on a fait un reportage il n'y a pas très longtemps, justement, pour... Alors ça, justement, c'est très intéressant parce que c'est la question aussi du potentiel, du potentiel de valeur, du potentiel économique de ces nouvelles technologies d'identité régalienne. Alors, donc, justement, régalienne ça, c'est très intéressant parce que je pense que dans la salle, on a beaucoup d'entrepreneurs, donc forcément, c'est un point qui est très intéressant pour eux. Alors en Estonie, l'identité numérique est régalienne. Elle est émise par l'État sous forme d'une carte d'identité à puce ou ça aurait pu être un permis de conduire à puce. On est passé pas loin, il n'y a pas longtemps, d'avoir un permis de conduire à puce en France. Le président de l'Estonie, quand il a signé le fameux contrat IDAS à Bruxelles il y a un an, il a dit, grâce à la numérisation de tous ces services et tout cet accès numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'administration, on a gagné 1 semaine de travail. D'accord. Donc ça, c'est carrément... Ça, c'est des économies tangibles. Simplement accéder, ne pas avoir à faire la queue pour avoir un extrait de casier judiciaire ou ce genre de choses. Et il n'y a pas longtemps fait une interview justement pour essayer de documenter quels étaient les avantages. Donc les gens de Gemalto sont allés dans différents pays pour interviewer. Moi, il y a un truc, c'est disponible sur notre site. Il y a un truc qui m'a vraiment fait sourire. Il y a un jeune entrepreneur qui est en Estonie justement qui a créé sa boîte tout en ligne. Bon, ça, on peut arriver encore à en faire une partie en France. Mais l'intervieweur, qui est un peu votre position, c'est un journaliste, il dit « Mais je ne vois pas d'imprimante chez vous ». Et sa réponse fuse sec, direct. « Vous savez, le papier chez nous, ça ne sert plus qu'aux toilettes ». Donc, alors, je veux dire, quand il vous le renvoie dans la gueule comme ça fait un peu tout drôle. Mais c'est intéressant de voir que donc l'Estonie, c'est plutôt un système régalien. Si vous prenez la Suède ou la Norvège, par contre, ça a été délégué à des banques, une association de banques qui s'appelle Bank ID, donc l'équivalent de JE carte bancaire, qui a pris cette émission de confiance en charge et qui l'a ouvert à d'autres usagers. En Finlande, c'est l'association des 3 opérateurs, Telia, Elisa et puis j'oublie le dernier, qui eux ont décidé que c'était eux qui connaissaient bien leurs clients et effectivement à partir de carte SIM ou de choses comme ça. Là, c'est pas régalien. Disons que c'est pas régalien. Parce que ça, c'est un point intéressant. Disons que c'est une délégation de fait du service public. Voilà, c'est une délégation, donc ça reste OK. Je pense que, pour être très candide avec vous, il vaut mieux avoir un système qui fonctionne aujourd'hui et qui est de confiance plutôt que pas du tout. Et quand je vous disais, je suis un peu déçu, je ne peux pas m'empêcher de vous le redire. Voilà. Parce qu'il y a aussi une autre question derrière qu'on a évoquée ensemble lors de la préparation, c'est qu'il pourrait y avoir des acteurs IT, des acteurs numériques, qui choisissent d'aller dans ces pays-là. Parce que l'identité est plus forte. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer dans l'EIDAS, la directive que nous avons signée, que l'État français a signée, je ne sais pas quel gouvernement a signé, mais c'était une bonne idée de le signer, il y avait une période temporaire, transitoire, qui se termine au mois de juillet, là.
D'accord ? Donc, jusqu'au mois de juillet, chacun pouvait faire un peu ce qu'il veut. À partir du mois de juillet, on a une reconnaissance mutuelle des identités des différents pays. Et ça s'impose de façon légale, je crois, l'année prochaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez envie d'avoir un service... Donc, il y a 3 gradations, hein, fort, moyen et faible. Si vous avez une identité forte, bien sûr, elle s'impose aux différents acteurs qui n'ont qu'une identité faible. Mais si vous avez une identité faible ou moyenne, elle n'est pas nécessairement reconnue par ceux qui exigent une identité forte. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des services qui vont avoir besoin de confiance. La banque en ligne. Par exemple, donnez des exemples. La banque en ligne, le fait d'obtenir, je vous dis, un extrait de casier judiciaire ou un extrait d'état civil, etc. Et payer vos impôts. Alors, il y a peu de gens qui fraudent pour déclarer les impôts quand ils n'ont pas besoin, mais je veux dire, c'est quand même des choses qu'il faut protéger. Et donc, à la fin, vous allez avoir une migration des gens qui offrent ces services vers des identités d'autres pays qui sont des identités fortes que nous allons être obligés de reconnaître puisqu'on a signé cet agrément. C'est plutôt bien en termes d'économie de l'Europe. Donc, ce que vous, M. Poupard, disiez très bien, on progresse, parfois parce que nous, on a eu tellement peur. Il faut bien voir que la peur du numérique, vous l'avez cité ici, et dans votre introduction, est un peu particulière. Quand je vois le sans contact, par exemple, tout le chmou qui est fait autour des 20 € de paiement sans contact, alors que si vous perdez ou qu'on vous la hack, on va vous rembourser, les banques s'engagent à vous rembourser. Si vous perdez 20 € dans le métro, personne ne va vous les rembourser. D'accord ? Donc, malgré ça, cette réticence au changement fait que on se raconte beaucoup de bonnes choses. Vous avez commencé de façon très optimiste, et moi, je voudrais quand même juste mettre un tout petit peu de bémol sur cette histoire. On a les capacités, on a le savoir, on a des héros. Monsieur Delancey explique, organise, pousse, mais on a aussi quelques zéros qui bloquent ou qui refusent ou qui simplement ne sont pas à la hauteur. D'accord. Guillaume Poupard, vous voulez réagir ? Sur les héros, sur les zéros. Ouais, voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Et je ne veux pas entrer dans le détail des débats que l'on a, y compris au niveau étatique. Il y a encore une incompréhension de beaucoup d'acteurs, des enjeux. Il y a des décisions qui sont prises où on n'est pas d'accord. Si avec l'ANSSI, ce ne serait pas grave. Voilà. Donc il y a des arbitrages qui sont faits. Il faut continuer à garder une véritable pression. Mais je pense que justement la démarche européenne est positive dans ce sens-là, puisque quelque part, le fait de ne pas avoir le choix, c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors pour être constructif, il y a quand même 4 ou 5 règles, parce qu'on va être pratique pour les gens qui sont dans l'audience. Il y a 4 ou 5 règles qui vous mettent dans le top 1 pour 1000 des sociétés. D'accord ? Et elles sont assez simples et elles font de notre expérience dans pas mal de pays du monde que les hackers ou les crackers ou les attaquants iront plutôt voir ailleurs. Le premier, c'est d'identifier vos usagers ou vos utilisateurs. S'il y a quelqu'un dans votre réseau ou dans votre entreprise que vous ne connaissez pas, il n'est sans doute pas là pour rien de nos jours. Deuxième chose, il faut identifier vos computers et vos outils de réseau. D'accord ? Donc là, il y a pas mal de sociétés qui font ce genre de choses, mais c'est important. Pareil, si vous avez un PC qui est dans votre réseau que vous ne connaissez pas, il n'est pas là pour rien. C'est comme ça que Target ou Home Depot se sont fait piquer des dizaines de millions d'informations aux États-Unis. La troisième, c'est qu'il faut encrypter les données. D'accord ? Parce que si votre ligne Maginot et vos firewalls sont percés et que les données sont encryptées, si c'est bien fait, il faudra 100 ans à l'attaquant pour le décrypter. Donc, il ne va pas en faire grand-chose. Quatrièmement, changer la clé d'encryption fréquemment, parce que les gens ont tendance à garder la clé toujours la même. Pareil, il y a des outils pour ça ne coûte pas bien cher, mais il faut y penser le faire. Et cinquième, c'est ayez quelqu'un en charge. Que ce soit quelqu'un qui s'assure simplement que l'architecture soit propre, que les policies sont expliquées. Quand on voit TV5 Monde, c'est évident. Alors, je ne connais pas très bien l'environnement, mais il suffit de voir le reportage où on voit les post-it avec les mots de passe. Il faut quand même dire... Il y a un problème d'éducation là, d'accord ? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge. Mais si vous identifiez vos utilisateurs, vous identifiez vos PC, vous encryptez vos données, vous changez la clé régulièrement et que vous avez quelqu'un qui est en charge régulièrement d'auditer et de s'assurer que la pédagogie est faite, je vous dis, vous êtes déjà dans le top 1 pour 1000. Jean-Paul Mazoyer, vous voulez réagir ?
Je voudrais citer un proverbe qui dit qu'il ne sert à rien de courir plus vite que le tigre, qu'il suffit de courir plus vite que son voisin. Voilà. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un niveau minimal de protection, de sensibilisation, de surveillance, de capacité de réaction, et c'est ce que demande l'ANSSI aux organismes d'importance vitale, on est déjà, à dire, en avance le 1% par rapport aux autres. C'est ça que l'on doit faire au niveau français. Et on doit arriver à démultiplier cette approche-là sur le maximum d'entreprises, encore une fois, c'est ce que j'évoquais, de manière à ce que l'ensemble de l'écosystème porté par les OIV, qui sont en général des grandes organisations ou des grandes entreprises, se diffuse, y compris dans les entreprises de taille intermédiaire ou dans les PME. Ça, c'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos sous-traitants, pour avoir cette capacité derrière à diffuser cette culture. Ouais. C'est tout notre travail que l'on a fait. D'autant que... Oui, Olivier Piou, vous voulez réagir ? Oui, alors il y a un autre point, puisque vous avez parlé d'espionnage tout à l'heure. Quand on a regardé ces choses-là, il y a un truc qui m'a scié, c'est qu'en France, on n'a même pas de loi pour aller poursuivre quelqu'un qui vous a volé de l'information intangible, numérique. Sauf si vous êtes secret défense. Si vous êtes secret défense, l'État s'est organisé pour aller défendre ses secrets. Mais si vous êtes une entreprise, qu'on vous pique de l'information... Alors ça, c'est la question du secret des affaires. Alors, ça, c'est encore pareil. Ça rejoint cette... Oui, ça rejoint ça. C'est-à-dire que secret des affaires, je comprends que ça fasse des levées... C'est un problème de marketing. Quand vous dites une loi sur le secret des affaires, c'est sûr que ça va poser un souci. C'est plus, si vous pensez la même chose avec la protection des informations confidentielles des entreprises, les gens comprennent que c'est dans le monde du 21e siècle... protéger les informations numériques confidentielles des entreprises, que ce soit votre liste de prix, votre liste de clients, etc., c'est légitime. Quand on parle de secret des affaires, vous avez toute la panique qui fait qu'à la fin, vous n'avez pas de loi. D'accord ? Donc on se retrouve aujourd'hui dans la situation où ou bien vous êtes habilité secret défense et vous êtes protégé, ou des sociétés comme Gemalto qui ne le sont pas, qui travaillent dans le civil, etc., qui n'ont aucun moyen d'aller... Parce que vous avez eu un cas, disons que le cas, c'était un cas assez ancien, donc qui remonte il y a quelques années. Voilà, plusieurs années, on avait bien détecté que quelqu'un cherchait à nous nuire, et on avait été voir l'ANSSI, et on ne savait pas qui c'était d'ailleurs, on pensait plutôt que ça venait de l'Est ou de je ne sais pas où, mais les gars qui nous attaquaient, ils étaient un peu benets, si on veut dire, s'ils croient qu'on a les clés de chiffrement des cartes bancaires dans nos PC. Je ne sais pas comment le gars avait pu imaginer ça. Maintenant, donc, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien piqué, etc. Mais c'est pour dire qu'ils avaient cherché effectivement à rentrer. Maintenant, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour progresser. Parce que ça vous met à l'épreuve, vous repensez vos architectures, vous pensez vos défenses, vous travaillez... C'est un bon retour d'expérience. Voilà. Bonne nouvelle, comme nos centres de production ne sont pas connectés physiquement, rien n'a été piqué. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, chez les attaquants, on voit très bien que, en gros, l'espion, il dit « j'arrive à rien trouver, chef, j'ai besoin d'aide. Je voudrais des outils cyber weapons plus sophistiqués. » Donc il doit y avoir des gradations quand même chez les attaquants qui sont de type militaire, sur le fait qu'on n'utilise pas n'importe quoi dans n'importe quel système. Il faut bien comprendre, à mon avis, que dans ces cas-là, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que ces agences ? Nous, en tant que citoyens, on leur délègue des droits et des moyens tout à fait inhabituels parce qu'il y a des trucs à faire. D'accord ? Et c'est leur boulot, et il y a des autorités de contrôle. Donc, ils se sont défendus en disant que c'était autorisé, approprié et puis proportionnel. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'ils cherchaient surtout des choses sur l'Afghanistan, la Somalie, c'était des le pays Pakistan. très précis, voilà. extrêmement ciblés. Voilà, donc ils cherchaient ce genre d'informations, ils ne cherchaient pas d'informations sur vous et moi. D'accord ? Donc il y en a eu tout un pataquès de fait par le journaliste, parce qu'il voulait, rappelez-vous, c'est 8 jours avant qu'éventuellement ils reçoivent l'Oscar. Donc on avait été la campagne de pub pour que cette vidéo gagne l'Oscar, qu'elle a gagné d'ailleurs. Mais le point général, c'est que vous n'avez pas du tout la même approche quand vous avez l'ANSSI ou la NSA que quand vous avez un
quelqu'un qui est une mafia ou un bad boy ou un bad girl. C'est comme quand vous voulez, si le GIGN arrive demain matin et enfonce votre porte, c'est assez dur d'aller dire à Fichet, écoutez, je vais aller me plaindre parce que ma porte n'a pas résisté. Et c'est légitime que le GIGN ait de quoi enfoncer la porte, parce que quand il faut qu'ils ouvrent la porte à l'hypercachère, il vaut mieux pas qu'ils mettent 6 heures pour ouvrir la porte. D'accord ? Donc, on leur donne à ces agences des moyens extraordinaires, mais il faut qu'il y ait des systèmes de contrôle qui soient appropriés. Et c'est là peut-être où... Voilà, c'est là où moi, en tant que citoyen, je ne peux pas vous répondre, parce que j'en sais fichtre rien. J'espère que quelqu'un dans le Parlement a ce genre de choses et se préoccupe du bon usage de ce genre d'outils. Jean-Paul Mazoyer, je voulais revenir avec vous sur... donc là, on a parlé beaucoup d'identité numérique et notamment du potentiel économique que ces nouvelles technologies d'identité peuvent apporter, notamment à certains pays dans le cadre d'adoption d'identité numérique régalienne. Mais plus globalement, puisque vous réfléchissez beaucoup là-dessus au sein du cercle cybersécurité du CIGREF, plus globalement, je voulais vous demander finalement comment on mesure la valeur de la sécurité, notamment en termes de services qu'elle peut apporter. Comment vous abordez cette question-là ? Puisque là, on voit bien que dans le cadre d'identité numérique, on peut bâtir des services sur la base de ces nouvelles technologies, mais plus globalement, vous, par rapport aux technologies de sécurité en général, et la valeur qu'elles peuvent apporter, voilà, quelle est votre vision là-dessus ? Au CIGREF, on n'est pas dans l'écosystème des fournisseurs de technologies. C'est-à-dire que mon propos ne va pas du tout porter sur les sociétés comme Gemalto ou comme toutes les grandes entreprises françaises qui sont dans ce domaine-là et qui, elles, vont devoir proposer des produits, des services et créer de la valeur derrière. Nous, au niveau du CIGREF, on est sur les grandes entreprises de France. Et donc le sujet, je vais presque dire de la valeur ou de la rentabilité de la cybersécurité ne se pose pas. D'accord. C'est une obligation. D'accord. Quand on voit ce qui se passe. C'est le prérequis. Oui, c'est un prérequis. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur des entreprises qui sont, encore une fois, soit des organisations critiques pour l'État, soit des organisations qui ne sont pas critiques pour l'État, au sens des OIV. Mais quand on voit l'impact médiatique que cela peut avoir, on raisonne en risque évité. La première, on parlait de confiance tout à l'heure. La première chose pour une entreprise, et encore plus d'ailleurs dans le secteur financier. Le ROI, c'est le risque évité, en fait, finalement. Oui, non, c'est la réputation. Quelle est la valeur de votre réputation ? C'est derrière. D'accord. Ce que j'évoquais surtout dans le domaine financier, la première valeur que l'on a vis-à-vis de nos clients, c'est celle de la réputation. En particulier dans la banque, quand on est vu comme un coffre-fort. Tout à fait. Donc le risque évité d'une détérioration de notre image, et j'allais dire, c'est sans prix. C'est sans prix. Donc la question du retour sur investissement ne se pose pas. C'est encore une fois un minimum. Nous, dans le secteur financier, on va dépenser à peu près 5% de notre budget informatique pour se protéger. Mais on ne va pas se poser la question de savoir si ces 5% sont utiles ou pas. On va se poser la question de l'utilité simplement de ce que l'on va faire et de l'importance de ce que l'on fait par rapport aux attaques que l'on peut voir. Alors, pour vous donner quand même un exemple, en Nouvelle-Zélande, le réseau mobile est tombé pendant plus de 24 heures. D'accord ? C'était pas là, le manque à gagner. Non, c'était pas une attaque, c'était un bug. Le truc s'est planté. 24 heures sans mobile. Le Premier ministre a passé plusieurs heures à la télé pour essayer d'expliquer qu'il y était pour rien, et le gouvernement est tombé. D'accord ? Donc, voilà. Donc c'est un exemple qui parle. Là, il n'y a pas de souci. Oui, Guillaume. Si je peux compléter, ça pointe du doigt une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, le risque cyber, c'est encore un risque à part. Et tant que ce sera un risque complètement à part, on aura des difficultés, parce qu'il est normal que les gens qui ne sont pas des experts du domaine aient des mécanismes de réflexion, et donc il faut chercher à normaliser ce risque. Ça, c'est quelque chose auquel on travaille beaucoup collectivement. Un risque qui n'est pas assurable, c'est quand même un risque bizarre. Un risque qui n'est pas compris par le directeur juridique, par le directeur financier, tout ça, ça pose un véritable problème. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir la sécurité du cénacle d'experts pour vraiment le faire remonter au bon niveau avec les autres risques. Ça ne doit pas
pas être un traitement d'exception comme on a systématiquement aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit se normaliser. Et ça, c'est un travail qui est en cours, qui prend du temps, mais qui, somme toute, avance assez vite. Enfin, alors justement, par rapport à... Vous évoquez les travaux en cours. Moi, je voulais aussi vous poser la question du plan numéro 33, donc de la nouvelle France industrielle, donc, que vous pilotez, qui porte justement sur les questions de cybersécurité. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il recouvre? Donc j'imagine que cette question notamment de la normalisation de la certification en fait partie aussi. Alors ce plan, donc un des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, ça veut dire que voilà, c'est un sujet qui est identifié, non pas uniquement sous l'angle de la peur, mais également sous l'angle de l'opportunité économique, quelque part. La France a un véritable rôle à jouer en termes de développement économique, en termes de développement d'une cyber-industrie. Rôle à jouer pour quelles raisons? D'abord parce qu'elle a déjà des acteurs forts. On ne part pas de rien, loin de là, parce qu'il ne faut pas se laisser impressionner par nos alliés qui roulent des mécaniques parfois, mais on est dans un domaine où on a toutes les armes pour être à la hauteur et être concurrentiel. Mais encore faut-il s'organiser. Donc ce plan qu'on appelle le plan 33, mais c'est le petit nom qu'on lui donne, ce plan cybersécurité, il a d'abord l'intérêt de regrouper, c'est conforme à ce que je disais tout à l'heure, un petit peu tous les représentants, des représentants de l'État, des représentants des grandes entreprises, des petites, des utilisateurs, Jean-Paul Yet, des représentants de la recherche, bref, tous ces gens qui ont intérêt à parler de cybersécurité et qui ont intérêt à ce que globalement le sujet se développe. Ensuite, qu'est-ce que l'on dit dans ce plan? On dit des trivialités, mais c'est plutôt rassurant. On dit qu'il faut développer l'offre. Aujourd'hui, l'offre de confiance, l'offre de bon niveau technique est encore insuffisante pour répondre à l'ensemble des besoins. Il faut développer la demande. On développe tout en même temps, mais c'est exactement ça en pratique. Il faut que les gens aient conscience du fait qu'ils ont besoin de se sécuriser et qu'ils ont besoin de faire appel à cette offre de sécurité. Donc c'est vraiment les deux qui doivent monter progressivement. Là, on doit développer... Plus beaucoup de temps. Je vais très vite. Ouais. On doit développer ça à une échelle qui n'est pas une échelle nationale, parce que l'équation économique, je ne suis pas du tout un économiste, mais il est évident que l'équation économique ne fonctionne pas. Si la France cherche à fonctionner en autarcie sur des sujets comme ça, on n'aura absolument pas les moyens de développer la R&D et d'avoir des sujets de bon niveau. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'Europe, qu'il faut s'intéresser à l'export. Et pour ça, il faut également avoir une démarche un petit peu moins gauloise, donc un peu plus structurée. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec tous ces acteurs. Et puis la dernière chose, il faut consolider d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, les acteurs liés à la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, même si la situation n'est pas du tout catastrophique, on se pose encore beaucoup trop de questions sur l'avenir de nos nombreuses startups et PME dans ce domaine-là, qui atteignent des plafonds de verre et qui sont très gênés pour se développer, pour retrouver du capital de développement, des choses comme ça. On a un vrai progrès à faire collectivement sur ces sujets-là. Merci Guillaume Poupard. Merci à tous. On a légèrement dépassé, donc on va enchaîner immédiatement. Je vous invite à retourner dans la salle. Merci beaucoup, messieurs, pour votre vision et ce que vous avez pu nous apporter sur le sujet. Nous allons maintenant laisser place à nos prochains intervenants pour notamment donc évoquer la sécurité liée en particulier au cloud, donc, que j'ai évoqué en introduction. Donc, j'appelle Philippe Vanier de Bull, l'avocat Olivier Iteanu et Édouard Geffray de la CNIL. Bonjour à tous, messieurs. Olivier Iteanu, ça va? Tout va bien? Parfait. Bonjour. Vous êtes donc avocat à la Cour d'appel de Paris. Votre cabinet fait partie des quelques grands cabinets d'avocats de la place parisienne spécialisés dans le numérique. Vous êtes aussi vice-président de Cloud Confidence, une association qui se propose de délivrer un label de confidence au service cloud, et vous allez nous en parler. Édouard Geffray, bonjour. Donc vous êtes secrétaire général de la Commission nationale informatique et liberté. Philippe Vanier, bonjour. Vous êtes directeur général de Bull. Donc Bull a rejoint le groupe Atos l'année dernière. Le nouvel ensemble se positionne comme un leader du cloud et de la cybersécurité en Europe, d'où votre présence autour de cette table.
Je voulais donc commencer avec vous, Édouard Geffray, donc par rapport à la question qui a été posée sur la précédente table, première partie de table, donc sur l'identité numérique. Et voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vous, en tant que représentant de la CNIL autour de cette table, quelle est la position de la CNIL, notamment sur cette question-là, puisque voilà, ce que disait Olivier Piou quand même, c'était que la France n'était pas forcément dans les meilleurs. Pas non plus. Faut pas non plus être négatif. Non, alors là-dessus, peut-être le premier point en amont sur lequel j'allais dire on converge tous, je pense, c'est pour dire qu'il y a urgence. Il y a urgence à monter en puissance et à se mettre à niveau, à la fois en termes de sécurité, à la fois aussi pour intégrer qu'aujourd'hui la protection des données, et notamment personnelle, puisque c'est aujourd'hui une rente informationnelle concrètement, c'est un actif financier, la donnée personnelle. Cette protection, elle est un enjeu non seulement de sécurité juridique, technologique, etc., et puis c'est aussi un enjeu de confiance. C'est que le jour où vous avez une faille de sécurité et que les données bancaires, par exemple, de vos clients s'en vont, vous perdez des clients. Et votre image est durablement affectée. Alors, par rapport à ça, évidemment, donc, la question, j'allais dire, les questions qui touchent spécifiquement à l'identité ont une acuité particulière. C'est pour ça qu'il y a le règlement, donc le fameux règlement IDEAS qui a déjà été évoqué. Règlement, hein, donc pas de directive, contrairement à ce qui existait dans les années 90, donc il va s'appliquer directement en France. Et qui, comme ça a été dit, vise en fait à avoir un niveau d'authentification, j'allais dire, relativement élevé, en fait avec un système de gradation qui vous permettra d'aller à un point jusqu'à un niveau, j'allais dire, supérieur d'authentification, ce ne sera pas un niveau fort, et qui se traduira par une reconnaissance mutuelle entre les différents États membres. Alors d'un point de vue informatique et liberté, j'allais dire, c'est quelque chose qui est positif, comme tout ce qui sécurise les questions d'identité personnelle. Après, il y a quelques questions qui se posent, c'est-à-dire que, j'allais dire, dans la façon dont on décline les choses, il faut les décliner pour protéger au maximum l'identité, justement, et pour éviter qu'en cas de faille, les fuites soient trop importantes. C'est par exemple, on est en train de travailler actuellement, nous, on est associé avec le groupe des CNIL européennes au niveau de ce qu'on appelle les actes délégués, donc en gros l'équivalent des décrets d'application chez nous de ce règlement, notamment par exemple sur ce qu'on appelle le principe de minimisation de la donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut avoir accès, quand on a besoin de l'identité numérique d'une personne, qu'à ce qui est strictement et évidemment nécessaire, et pas forcément à autre chose. Il y a des conditions également de sécurité et de certification. Alors l'ANSSI est bien plus compétente que la CNIL, mais on est très convergent sur non seulement les méthodes, mais les exigences, qui fait qu'il y a un degré, j'allais dire, de cybersécurité justement qu'il faut atteindre, qui doit être extrêmement élevé. Donc voilà dans le sens dans lequel on travaille aujourd'hui. D'accord, merci pour ce recadrage, cette précision. Juste un point, Olivier Itéanu, vous vouliez réagir sur le vol d'informations en entreprise. Hein. Non, simplement, Monsieur Piou a indiqué tout Par à l'heure rapport à que ce que le disait vol monsieur, d'information n'était pas sanctionné par la Alors, loi. attention, quand on dit information, c'est vrai qu'Édouard vient de parler des données à caractère personnel et ce qu'entendait, je pense, Monsieur Piou, c'est effectivement tout ce qui est hors données à caractère personnel. Je sais pas, un plan d'avion, un business plan, une note stratégique. Alors, il faut savoir. Les choses évoluent très rapidement, même nous on a du mal à suivre, hein, que dans une loi de novembre 2014, une loi Cazeneuve de lutte contre le terrorisme, dans les délits informatiques, pour ceux qui connaissent les articles 323.1 et suivant du code pénal, hein, ce qui donc sanctionne l'accès frauduleux à un système, les maintien, l'entrave au fonctionnement d'un système, et puis il y avait un troisième texte sur les données. Donc il y a bien. Oui, il y a un petit mot qui a été ajouté, qui est le mot extraction. D'accord. Et donc l'extraction des données, donc le vol d'informations, on peut dire ça comme ça entre nous, effectivement, est bien sanctionné depuis novembre 2014. Depuis novembre 2014. Voilà, merci pour cette précision. Alors Philippe Vanier, je voulais pardon, oui, vous voulez réagir? Oui, je veux dire que effectivement le vol est sanctionné, mais trouver le voleur est quand même c'est d'autres paires de manches. C'est tout le problème. Voilà. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est tout le problème. Alors je voulais poursuivre avec vous, Philippe Vanier, donc toujours sur la question des enjeux, quand même revenir sur la question des enjeux avec vous, parce que vous aussi vous avez votre propre vision là-dessus, donc notamment à l'heure du cloud, de la mobilité. Comment vous recontextualisez l'enjeu de la sécurité aujourd'hui dans notre société, donc qui va vers le numérique? Comment vous la placez, cette question? Peut-être refaire un petit peu d'histoire, revenir un peu en arrière, mais et parler des différentes générations que l'on vit dans le monde de l'IT.
on est parti d'une première génération, une première plateforme qui était celle des mainframes, donc qui étaient des systèmes fermés, très sûrs, donc gros ordinateurs centralisés, et puis on est dans les années 60, 70. On est passé à la deuxième plateforme qui a été l'avènement du monde du PC, donc là où chacun avait à terme son PC chez soi, etc. Donc là, tout d'un coup, une explosion un peu plus importante, avec la montée d'Internet, mais avec des débits encore assez limités. Donc là, c'était la grande époque des firewalls et des antivirus. Et puis maintenant, il y a cette troisième plateforme qui est cette génération qu'on vit actuellement, qui est celle du cloud, où, comme un système de balancier, on revient vers un système de centralisation des données et avec des terminaux intelligents cette fois-ci qui peuvent accéder à ces données. Donc on crée, et ceci poussé par des considérations économiques, puisque le cloud amène systématiquement des économies sensibles pour les entreprises qui migrent vers ce système. Donc, ce faisant, on a créé ce qu'on appelle des data lakes, c'est-à-dire des centres de données, des gestions de données plus centralisées, qui attirent beaucoup de convoitises, comme on disait tout à l'heure. Je reviendrai un petit peu dessus. Donc, avec ce data lake, c'est un petit peu l'or noir d'aujourd'hui. Il y a des sociétés qui font de l'extraction de ces données, c'est-à-dire qui sont les raffineurs, qui sont les opérateurs de cloud à destination des entreprises utilisatrices derrière. Puis, bien sûr, on a la tentation avec du hacking qui vient taper dans ce data lake. Alors, à terme, on a aussi la quatrième plateforme qui arrive, qui va arriver d'ici 3-4 ans, quatrième génération. C'est où là, on a encore un renversement de tendance. On va avoir une informatique, entre guillemets, une puissance informatique délocalisée sur tous les portables qui va être sans commune mesure avec ce qui existe actuellement. Puis on n'a pas évoqué l'Internet des objets, mais ça démultiplie encore c'est une démultiplication le nombre de terminaux. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, c'est l'année de la bascule, la puissance informatique sur les mobiles sera supérieure à la puissance informatique de tous les serveurs dans le monde. Donc on a une bascule qui s'opère à ce moment-là. Et aussi un portable aujourd'hui, un iPhone ou un smartphone que vous avez dans votre poche, c'est 10 fois la puissance du Cray One de 1980, qui était l'ordinateur le plus puissant au monde, fait par un concurrent, un petit concurrent, mais c'était le Cray One. Je me souviens, parce que j'étais enfant, je me souviens du journal télévisé quand on annonce que la France venait de se doter d'un Cray One. Et le commentaire disait, mais à quoi ça va bien pouvoir servir, toute cette puissance gigantesque informatique? Donc là, maintenant, on a dans votre poche 10 Cray One qui sont partiellement utilisés. Et on a 6 milliards de smartphones. Donc on a 60 milliards de Cray One dans le monde qui sont interconnectés. Donc effectivement, la quatrième plateforme, c'est cet inversement de tendance. C'est-à-dire que vous devenez le centre de votre propre cloud, et puis après, vous allez taper sur des informations qui seront localisées sur des fermes de serveurs plus localisées. Donc cette richesse-là que l'on a avec ces data lakes, c'est la richesse qui est exploitée, crée des tentations pour vous, pour le hacking. L'objectif, c'est que ces data restent en Europe. Et donc là, on peut faire le lien aussi avec la législation européenne qui porte justement sur ce point-là. Donc ça, pour vous, c'est un peu l'enjeu qu'il y a derrière. Allez dire à l'Arabie Saoudite finalement que ces réserves pétrolières, vous aimeriez les avoir pour vous. C'est à peu près la même chose. On a un vrai gisement de savoir. On a besoin de le protéger à l'échelle européenne. On a, comme on disait tout à l'heure, ça crée des tentations. Donc, il y a du hacking qui peut être de plusieurs niveaux possibles. Enfin, il y a 3 types de hacking. Il y a le hacking, parce qu'il y a une économie du hacking. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas parlé, mais vous allez sur le Darknet et l'information que vous avez volée, il y a un cours pour
les données personnelles qu'on vous a volées, ça vaut quelque chose. Donc on peut acheter des données vaut entre personnelles, on peut quelques acheter euros des et- failles de sécurité, on peut acheter Vous des pouvez acheter exploitations de vous failles pouvez de acheter sécurité. une base de données de X millions de personnes, ça vaut, bon, ça vaut de l'argent, quoi. Je vais pas donner les cours, vous feriez monter le cours bêtement. Mais ça vaut quelque chose. Donc il y a cette économie du hacking. Après, il y a le hacking ciblé pour une entreprise, pour la déstabiliser. Et là, elle peut être faite par un concurrent, etc. Et puis après, il y a l'intelligence économique, qui là, État à État, c'est ce que Olivier Pio tout à l'heure appelait les alliés parfois, qui ont des comportements un peu surprenants aussi. Donc, et sur ces trois types trois aspects, il faut apporter des réponses ciblées. D'accord. Alors justement, Édouard Geffray, sur la question du pétrole, le pétrole des données. Donc là, on a quand même une législation européenne qui existe déjà et qui oblige, me semble-t-il, à déclarer les données sortantes de l'Union. C'est bien ça pour des entreprises de l'Union. Alors, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas transférer de données à l'étranger, hors du territoire de l'Union européenne, si vous n'avez pas une autorisation préalable de la CNIL. D'accord. Sachant qu'on a mis en place évidemment des dispositifs, j'allais dire, de simplification administrative pour éviter de faire des autorisations coup par coup et de faire perdre du temps au business. On a mis en place des systèmes en fait un peu plus globaux qui permettent à une entreprise de souscrire un engagement de conformité ou des choses comme ça, et du coup de pouvoir par exemple à l'intérieur d'un groupe faire circuler librement sa donnée, ce qu'on appelle les binding corporate rules, les règles d'entreprise contraignantes. C'est à l'intérieur d'un groupe déterminé, je fais circuler ma donnée comme je le veux entre mes différentes filiales dès lors que je respecte le standard européen. Et du coup, je peux marketer ça vis-à-vis de mes clients en disant chez moi, je respecte le standard européen et donc vos données sont protégées. Voilà, c'est ça. Alors, poursuivons ensemble, parce que là, on évoque un peu l'état des lieux, hein, ce qui existe aujourd'hui. Mais vous, au sein de la CNIL, alors vous allez peut-être penser que je passe un peu du coq à l'âne, mais vous inquiétez pas, vous allez voir qu'on va revenir à la question du cloud. Au sein de la CNIL, vous êtes en train de vivre une évolution profonde de la réglementation avec l'arrivée d'une réglementation européenne sur la sécurité des données personnelles. Donc l'idée, c'est d'homogénéiser en fait les différentes lois informatiques et libertés de chaque pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, alors déjà, quelle est la philosophie de cette nouvelle réglementation et son timing de mise en œuvre? Alors, le timing, il est assez clair, c'est demain. C'est-à-dire c'est à la fin de l'année ou au tout début de l'année 2016, avec ensuite pour l'adoption, avec ensuite 2 ans pour l'entrée en vigueur. Donc ça veut dire que dans 2 ans et demi, vous allez devoir respecter une réglementation européenne qui va plus ou moins substantiellement, selon les aspects, modifier la réglementation européenne, française. En clair, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est on consacre le fait qu'on passe d'un système binaire, déclaration ou autorisation de la CNIL en amont, plein de contrôle-sanctions en aval, à un système ternaire où je n'ai quasiment plus de formalités préalables. Donc vous n'aurez plus de déclaration à faire à la CNIL. Donc ça, normalement, c'est là que vous êtes content. Ensuite, toujours la partie aval, plein de contrôle-sanctions, avec des sanctions renforcées. Et entre les deux, ce qu'on appelle en franglais l'accountability, c'est-à-dire le fait qu'il y a une responsabilisation de l'entreprise par rapport au traitement des données qu'elle met en œuvre. En clair, la question sous-jacente, c'est plus est-ce que j'ai fait la bonne formalité auprès de la CNIL à un instant T. La question sous-jacente, c'est est-ce que j'assure une protection optimale des données personnelles que j'ai à chaque instant. Et par rapport à ça, le job de la CNIL est un métier qui évolue, et qui a déjà évolué en fait, parce que pour nous c'est plutôt la consécration d'une évolution que l'annonce d'une évolution. C'est en fait qu'on passe dans un système de contrôle a priori à un système finalement d'accompagnement en continu de la conformité, une mise en conformité dynamique, et donc notre rôle de conseil, j'allais dire maintenant, l'emporte concrètement. Moi aujourd'hui, il y a plus de 50% de mes équipes qui travaillent sur le conseil. On a plusieurs dizaines de milliers de demandes de conseil par an, soit sur les volets juridiques, stricto sensu, soit sur les volets technologiques, y compris cybersécurité. Et par ailleurs, ce sont des choses qu'on retrouve au niveau des contrôles. Je vous donne juste un exemple, 450 contrôles par an. Sur les 450 contrôles, les 3/4 aboutissent, alors pour une partie relativement faible, pour un quart d'entre eux, à une mise en demeure quand il y a vraiment un énorme problème qui n'a pas été résolu, mais surtout pour les 3 autres quarts, à déco d'observation ou à comment dire, pas une prestation, parce que c'est pas une prestation, mais un dispositif d'accompagnement pour que l'entreprise, par exemple, mette en œuvre les règles de base de l'hygiène informatique.
Et quand je dis règles de base, c'est la traçabilité, c'est les codes qui tiennent la route, qui ne sont pas sur des post-it comme on le disait tout à l'heure, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est la philosophie globale. Donc responsabilisation de l'entreprise accrue, accompagnement du coup de la conformité et développement d'outils qui à la fois permettent de développer des référentiels par secteur. Alors justement, voilà, vous développez Ouais. des packs Voilà, des packs de sectoriels, conformité. c'est ça, pour Exactement. structurer. Donc ça veut dire que c'est différent d'un secteur à l'autre. Enfin, Alors, les l'idée, recommandations sont différentes d'un secteur à l'autre. Voilà, l'idée c'est que la règle est la même pour tous, mais après ça évidemment on la décline pas de la même façon quand on est dans la banque, dans le logement social, dans l'assurance, dans l'auto-connecté. D'accord. Pour prendre des exemples sur lesquels on travaille. Donc nous ce qu'on a développé d'ores et déjà, ce qu'on a lancé il y a 2 ans finalement un peu en anticipation, c'est ce qu'on appelle des packs de conformité, c'est-à-dire qu'on négocie avec un secteur un ensemble, un pack, qui reprend en fait, qui regroupe d'un côté des mesures de simplification administrative, donc en gros dispense de déclaration, formalités simplifiées, etc. Et de l'autre, une espèce de corpus de bonnes pratiques que vous êtes invité à mettre en œuvre, ou que les entreprises du secteur en question sont invitées à mettre en œuvre, pour finalement avoir un niveau de protection ou de traitement de leurs données optimal. L'idée sous-jacente, c'est ce qu'on appelle, qu'on retrouve également dans le règlement, ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire l'idée que au moment où je conçois mon produit, où je conçois mon service, où je conçois mon application, si je suis que je sois une start-up ou une entreprise du CAC 40 qui passe à la digitalisation, j'intègre le paramètre protection des données personnelles et cybersécurité dès la conception de mon produit, pour ne pas, j'allais dire, me faire rattraper après. Ce que disait tout à l'heure, à juste titre, Guillaume Poupard, c'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qu'on intègre dès le départ. Voilà. Et sur la question des données sortantes de l'Union, est-ce qu'il y a un impact sur ce point-là particulier ou pas, ou Alors, il y a un impact assez fondamental du règlement sur, de manière générale, voilà, c'est le champ d'application, puisque jusqu'à présent, la loi informatique et liberté, le droit européen de l'informatique et des libertés, ne s'appliquait que sur les établissements qui étaient établis en Europe ou qui avaient des moyens de collecte en Europe. Demain, il va s'appliquer à tous ceux qui visent un citoyen européen. Et non seulement il va s'appliquer à tous ceux qui visent un citoyen européen, alors là, ça change tout. S'ils sont aux îles Caïmans. C'est ça. En gros, la boîte installée aux îles Caïmans qui fait un site internet et qui vise un internaute français devra respecter le droit européen lorsqu'elle traitera les données de cet internaute français. Ah, d'accord. Et deuxième chose, il y a une égalisation entre guillemets des conditions entre le sous-traitant et ce qu'on appelle dans notre jargon le responsable de traitement, c'est en fait le client, puisqu'aujourd'hui c'est celui qui traite initialement la donnée, donc l'entreprise, j'allais dire, qui traite la donnée, qui est responsable jusqu'au bout, et le sous-traitant n'a qu'une responsabilité très faible. Demain, le sous-traitant sera conjointement responsable. Ça c'est une autre question. Avec le RT. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, si je comprends bien, ça veut dire, vous me dites si je me trompe, mais ça veut dire que les grands clouds qui viennent s'installer en Europe devront aussi se mettre en phase avec. Dès lors qu'ils traiteront des données cette législation. Oui, dès lors qu'ils traiteront des données de résidents européens, ils seront tenus de respecter le droit européen. D'accord. Et donc effectivement, deuxième point, donc ça c'est l'autre aspect, c'est finalement, si je comprends bien, le rééquilibrage de la loi entre clients et fournisseurs. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était seulement le client, et aujourd'hui ça va être aussi donc le fournisseur qui peut être un cloud. Un cloud B2B. Absolument. Donc j'ai mon système d'information, je ne sais pas, dans tel cloud. Ce cloud-là devra aussi avoir un certain nombre de règles à suivre. C'est exactement. Ça, ce cloud sera soumis à un certain nombre d'obligations et d'ailleurs de respect d'un certain nombre de droits des personnes. L'idée, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, vous avez un certain nombre de prestataires qui sont objectivement bien plus gros que leurs clients. C'est-à-dire qu'on dit le client est responsable parce que c'est lui qui a collecté la donnée initialement. Si vous avez donné par exemple de vos fournisseurs ou de vos clients, bon, vous avez un fichier de clientèle, vous le mettez dans le cloud. Si vous êtes une PME ou même d'ailleurs si vous êtes un grand groupe, dans le fond, vous avez assez peu la main sur la prestation de cloud qui vous est fournie. Généralement, c'est une prestation de cloud sur étagère, vous n'avez pas tellement la main. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en ligne sur notre site, par exemple, un certain nombre de clauses contractuelles type qu'on incite les entreprises à intégrer dans les contrats pour justement qu'elles fixent une clause de répartition en termes de responsabilité. Mais il n'empêche que la responsabilité reste, je veux dire, assez asymétrique. Demain, avec le règlement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, dans le fond, l'Europe intègre le fait que des prestataires sont parfois beaucoup plus gros que leurs clients, que ces prestataires, c'est eux qui traitent la donnée, de fait, c'est eux qui sont soumis à des règles de sécurité, etc., et que donc ils doivent avoir une responsabilité conjointe, et ensuite à charge pour, j'allais dire, les contrats, etc., de définir précisément qui fait quoi et donc qui est responsable de quoi. Donc là, effectivement, sur la question du cloud, les choses deviennent légalement, en termes légaux, beaucoup plus structurées, on le voit bien. Philippe Vanier, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche
européenne sur la question des données individuelles. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ou pas? Ouais, ça va clairement dans le bon sens. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne suis pas compétent pour répondre, mais on a... Je suis content de voir qu'au niveau de l'Europe, il y a une prise de conscience très forte sur le sujet et ça bouge rapidement parce qu'on était un peu candide sur la question. D'autant plus candide quand même que le délai moyen entre la détection d'une attaque et le fait qu'on ait été attaqué, c'est-à-dire que quand dans le cloud ou sur une entreprise privée, en moyenne, l'année dernière, c'était 240 jours entre le moment où vous aviez été attaqué et le moment où vous réalisiez que vous aviez été attaqué. Donc pendant 240 jours, l'attaquant est là et il fait le ménage chez vous tranquillement. Donc il fait son marché. Donc toute législation qui va amener une obligation un peu plus forte, encadrer les données, y compris pour les prestataires, puisque nous sommes prestataires, va aller dans le bon sens parce qu'il y a une prise de conscience forte. Alors, heureusement, à terme, quand même, une très très grande partie du cloud sera chiffrée. C'est-à-dire à 3 ans, on considère que 80% des données sur le cloud seront chiffrées. Avec des clés de chiffrement. Alors on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais en gros, on va reprendre les 5 points d'Olivier Piot tout à l'heure pour avoir la sécurité. Bon, il faut une bonne identification des personnes, des machines, etc. Du chiffrement, des clés de chiffrement. Bon, il faut bien conserver ces clés. C'est-à-dire que la boîte à clés, chiffré quelque part, par un tiers de conscience, doit être d'une robustesse à toute épreuve. Donc on travaille très fortement là-dessus. Même question, Olivier Iteanu, donc sur l'arrivée de cette nouvelle législation. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que... Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est clair que tout ce qui concourt à améliorer la sécurité des données à caractère personnel, le respect de la vie privée est positif. Moi, j'ai simplement 2 réserves qui sont un peu liées à ce que vous disiez à l'instant. Ce qui fait la différence entre la morale et le droit, c'est que le droit, il y a un système qui sanctionne. Il y a un système de police et de justice qui sanctionne. Moi, je serais intéressé de savoir, sur la base d'attaques externes qui ont été opérées, aussi bien sur France 5 qu'ailleurs, quel est le taux d'élucidation et de condamnation à date d'aujourd'hui. Il suffit qu'on relève une adresse IP ukrainienne, vous la donnez à la police, il faut faire une commission rogatoire en Ukraine, il faut trouver un interprète ukrainien, le payer, ce qui n'est pas la plus mince des difficultés à date d'aujourd'hui, l'adresser à l'autorité de police ukrainienne, et puis il faut que les autorités derrière répondent, ce qui arrive une fois sur 10. Donc les taux d'élucidation sont extrêmement bas. Donc mettre en place je veux dire que voter des lois, créer des textes et une complexité sans penser aux difficultés que ça pose en termes d'exécution derrière, ça c'est ma première réserve. Et la deuxième, c'est qu'il faudrait, et qui est un peu la corrélation de la première, c'est qu'il ne faudra pas qu'on aboutisse à un système qui va élever le niveau de contrainte, qui a donc un coût pour les entreprises européennes, quand d'autres, et suivez mon regard auprès des GAFA, etc., considèrent qu'ils ne sont pas soumis du tout à ces contraintes. Quand on voit toute la difficulté, et il faut la saluer, avec laquelle la CNIL a condamné Google dans une décision somme toute assez récente, qui doit être quelques mois, il y a 1 an, il faut quand même se rappeler que cette entreprise a bataillé pour faire valoir qu'elle ne se considérait pas soumise à la loi française. Ce que vous avez sanctionné. Mais vous avez sanctionné, mais ce n'est pas le cas de tout. Donc il faudrait, moi j'attire simplement l'attention du législateur au sens général du terme, c'est qu'il ne faudrait pas, encore une fois, créer une complexité, des contraintes supplémentaires à foison, qui sont de très bonnes idées théoriques, mais qui aboutissent à élever le niveau de contrainte, d'autant que tout ça, il y a un mot qu'a utilisé Édouard Geffray à plusieurs reprises, c'est le mot responsabilité. Tout à fait. Elle dit accountability, responsable, le responsable, privacy by design, le responsable. Donc vous pouvez être aujourd'hui victime d'une attaque et responsable.
C'est aussi arrivé, en 2 mots, c'est aussi arrivé, je donne un exemple, à Orange, qui a été sanctionné par la CNIL sur la base de fichiers d'un emailing qui a été adressé par, non pas son sous-traitant, mais le sous-traitant de son sous-traitant, qui n'avait pas pris beaucoup de précautions. Et le pauvre Orange a été sanctionné alors qu'il était victime. Donc moi, les réserves, elles sont là. D'accord. Philippe Vallier, vous voulez réagir après Oui, je voulais juste ajouter quand même que par rapport à ce champ de contraintes qui s'impose à nous dans un cadre législatif, le cloud est quand même une réponse adaptée et va faciliter la vie des entreprises. Parce qu'effectivement, quand vous êtes une PME locale, c'est très difficile de pouvoir répondre à la fois en termes de sécurité pour protéger ses murs numériques et puis de répondre aux contraintes. Le cloud va justement faciliter ce travail. C'est pour ça qu'en termes de sécurité numérique, on va passer de plus en plus vers on va quitter la prévention, c'était les lignes Maginot dont on parlait tout à l'heure, pour aller plus vers la supervision et la détection en temps réel, avec des systèmes de tours de contrôle qui supervisent tout ça. Et ça, le cloud permet cette facilité. Donc point positif avec donc c'est un point positif. Hein. Et Édouard Geffren ? Non, oui, juste pour réagir à ce que disait Maître Tanou, quand même, dans le règlement, il y a quand même 2 choses. Il y a d'abord qu'on élève le niveau qu'on égalise le niveau de contrainte pour l'ensemble des acteurs, y compris quand ils sont donc établis à l'étranger, qui visent des ressortissants français. Donc, on réduit quand même considérablement, l'éventuel impact ou, abus concurrentiel dont certains pourraient utiliser en étant établis exclusivement à l'étranger. D'autre part, j'insiste là-dessus parce qu'en termes de responsabilité, c'est important. Le corollaire de la responsabilité, c'est l'accompagnement et la co-régulation. Je vous donne juste 2 exemples en termes d'outils. Le premier outil qu'on a développé assez récemment, c'est un guide méthodologique de sécurité informatique qui suit une méthode qu'on appelle la méthode EBIOS lorsqu'on traite de données personnelles. On l'a fait en français et en anglais. C'est le document en anglais qui est le plus téléchargé sur le site de la CNIL. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises européennes non francophones l'ont téléchargé pour essayer de comprendre. Et c'est également un document qui est très téléchargé en français, je vous rassure. Mais c'est assez intéressant parce qu'en gros, une fois qu'on donne une méthode aux gens et qu'on est capable de les accompagner, ça marche. Deuxième élément, c'est le fait qu'à mon avis, à titre personnel, je suis convaincu qu'il faut que les entreprises aujourd'hui valorisent la façon dont elles protègent leurs données. Ce qu'on appelle chez nous les labels. Alors actuellement, on est les seuls en Europe à avoir ce pouvoir de labellisation. On a commencé à le mettre en œuvre. Demain, ça sera un label au niveau européen. Mais c'est bien l'idée, c'est-à-dire qu'en clair, aujourd'hui, il faut arrêter de penser les choses systématiquement comme des coûts. Dans un univers digital, la protection des données personnelles, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et vous avez un retour sur investissement si vous êtes capable de marketer le fait que vous assurez une protection optimale des données. Et ça, c'est à mon avis ce vers quoi il faut s'acheminer pour faire converger finalement un impératif essentiel, c'est qu'individuellement, on a des droits et on a tous intérêt à ce que nos données soient protégées, à la fois en tant que citoyen et en tant que consommateur. Et collectivement au niveau entrepreneurial ou au niveau administratif d'ailleurs, c'est les mêmes problématiques. On a un intérêt en termes de confiance dans l'économie numérique ou dans le numérique en général, à avoir un niveau de protection qui soit suffisamment élevé et à avoir ensuite un système de régulation qui soit adapté et qui épouse les contours des contraintes de chaque secteur. Alors justement, là, c'est intéressant parce que sur la question des labels, Olivier Itanu, vous êtes vice-président de Cloud Confidence, qui justement donc est une association qui a pour but de promouvoir un label pour les clouds. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, et notamment cette importance de développer une certification des clouds? Alors, vous avez passé des slides en début de votre intervention. On a vu que les 3 premiers acteurs du cloud, c'est Amazon Web Services, je crois que c'est plus de 50% du marché, 2 Google, 3 Microsoft. Ça dépend des études, mais on est dans ces ordres-là. Voilà. Bon, enfin, les 3 premiers, le tiercé est là. Hein. Donc Amazon Web Services, 2 Google, 3 Microsoft, il y a 3 contrats sous loi autres que française. Déjà, point de départ. L'objectif, l'enjeu que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu de notre monde, c'est d'aider à l'émergence d'une offre alternative. Tout à fait. Et le droit, législateurs européens et nationaux, leur responsabilité pour moi, c'est d'aider à ça, parce que le droit peut le faire. Aujourd'hui, on pense que on n'en est pas tout à fait là. Alors qu'est-ce qu'on fait demain matin ? Donc nous, ce que nous avons décidé avec cette association qui s'appelle Cloud Confidence, dont le SIGRAPH d'ailleurs est au comité stratégique, et le MEDEF également. Et aujourd'hui, il y a 24 membres, parmi lesquels on trouve Woodrive, EasyVista, Telehouse, Orange Business Service. C'est d'écrire un référentiel pour aider le pauvre utilisateur à s'y retrouver. Parce que l'utilisateur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un contrat d'Amazon Web Services. Nous, on a mis un docteur en droit pendant 2 jours pour essayer de le lire de manière complète, il n'a pas réussi.
il y a plus de 15 liens hypertextes qui renvoient, c'est les poupées russes, qui renvoient à 15 liens hypertextes. Il n'a pas réussi en 2 jours à lire la complétude du contrat Web Services. Donc, pour aider pour l'utilisateur. Donc, c'est donner à l'utilisateur un certain nombre de guidelines, bah oui, par rapport à des contrats de lecture qu'il ne peut mieux pas, comprendre. Qu'il ne lit pas. Moi, je ne les lis pas non plus, j'avoue. Qu'il ne peut pas lire. Par rapport à une loi qui est complexe, qui n'est pas toujours claire. Par rapport à des discours qui sont évidemment marketing, commerciaux, qui ne disent pas toujours la vérité. Eh bien, on crée un référentiel où on s'engage à... on n'est pas USA Patriot Act. On respecte la réglementation. Attendez, oui. Il faut quand même expliquer, parce que dans la salle, tout le monde ne connaît pas forcément. Vous évoquez le terme Patriot Act. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Là, on en a beaucoup parlé récemment. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les clouds? D'abord, ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant le Freedom Act. Voilà. Ça a très bien marché parce que tous les médias... Il faut dire que le texte est quand même extrêmement illisible. Alors, je pensais qu'on était meilleur au monde au niveau européen à faire des textes illisibles. Et j'ai découvert, je le savais déjà, que les Américains sont encore meilleurs que nous, mais je crois que c'est assez volontaire. Et ça a bien marché parce qu'on nous a dit, ça y est, le Patriot Act est mort, c'est le Freedom Act. Donc pas du tout. Le Freedom Act, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, il faut le trouver, page 272 à la section 215. C'est la reconduction du texte, et même en pire d'ailleurs. Et je suis en train d'écrire un article là-dessus, jusqu'en 2019. Mais peu importe. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les mesures qui ont été allégées concernent les écoutes téléphoniques de masse et pas forcément la question des clouds en tant que telle. Exactement. C'est deux questions différentes. Pour le reste, au contraire. Alors c'est quoi? L'idée, c'est que le législateur américain a compris en 2001, et de ce point de vue-là, il est assez visionnaire, c'est qu'avec la libéralisation du secteur des télécoms, il n'y a plus aujourd'hui d'opérateurs monopolistiques par qui tout passe. Donc maintenant, on a une multitude d'acteurs qui sont 100% privés, les opérateurs, les hébergeurs, les services, on va dire, de type réseaux sociaux aujourd'hui. Et pour pouvoir procéder à une surveillance, on va dire, électronique, il faut s'assurer de la collaboration obligatoire de ces gens-là. Or, ils sont du secteur privé. Donc l'idée du Patriot Act, parce qu'on peut se dire, mais comment se fait-il les espions avant? Est-ce qu'ils avaient besoin d'une loi? On ne comprend pas pourquoi ils ont besoin d'une loi. Il fait qu'ils se branchaient sur le réseau et puis ils écoutaient. Mais ça, c'était à l'époque où France Télécom était une administration de l'État. Donc ça, c'était facile. On prenait son téléphone. Est-ce que tu peux me laisser... C'est la possibilité là, c'est plus pour possible. Les autorités américaines d'accéder à des données qui sont de cloud privés américains, mais dont les data centers peuvent être en Europe, il faut le préciser. Bien sûr, voilà, tout à parce fait. Que ça, c'est un point important. Oui, en réalité, on peut dire que c'est pour surveiller toute personne, parce que c'est tout à fait légitime pour lutter contre le terrorisme. On ne va pas se limiter aux citoyens américains. Il faut que ce soit toute personne qui soit hébergée partout, pour toute donnée. Voilà. Là, j'insiste, toute donnée, même les contenus. Et puis auprès de tout prestataire, on va dire qu'il y a un lien avec les États-Unis. Et en extrajudiciaire. Alors. Là où est le génie du texte, c'est pas tout à fait en extrajudiciaire. Tout ce qui est extrajudiciaire, c'est un programme d'autorégulation. Sans faire appel à un juge. Si, on fait appel à un juge, mais le juge, lui, ne connaît pas les motifs de la demande. Celui qui reçoit l'injonction du juge ne sait pas pourquoi c'était pris, parce qu'il faut préserver l'enquête. Okay, mais c'est tout à fait... Il y a une logique là-dedans, il n'y a pas de problème. Et surtout, ce que dit la loi, c'est que celui qui va collaborer et communiquer toutes les données sur Jean Martin... eh bien, il n'est pas responsable vis-à-vis de Jean Martin. C'est ça, c'est pour ça que la loi a été votée. C'est pour gérer une irresponsabilité vis-à-vis, parce que Jean Martin, il peut y avoir des homonymes, il peut y avoir des milliers d'homonymes. Imaginons que le prestataire se trompe et qu'il donne les mauvaises informations sur Jean Martin, et bien même dans ce cas-là, il n'est pas responsable vis-à-vis de Jean Martin. Donc c'est pour ça que cette loi a été moi, je veux votée. Quand même me faire l'avocat un peu, parce que de ces acteurs-là, Microsoft, Google, c'est quand même des gens qui subissent quelque part cette loi-là, qui ont développé des programmes de transparence pour communiquer sur le nombre de demandes, de requêtes gouvernementales auxquelles ils répondent. Microsoft est allé jusqu'à intenter des procès pour refuser, je suis désolé, mais quand même, pour refuser de répondre à certaines requêtes, notamment des requêtes concernant leur centre de données en Europe. Donc voilà, je nuance un petit peu. Oui, vous avez raison. C'est vrai que Microsoft a contesté et a reçu une injonction, je crois qu'elle a été confirmée par la justice américaine, de rapatrier des données qui étaient hébergées en Irlande. C'est vrai. Microsoft, bien que ce soit contesté, il faut que je le dise aussi quand même, mais a également signé le programme PRISM.
Hein, ça a été le Alors, premier. d'accord. Donc c'est pas Donc si le clair que programme ça. Prism. Le programme Prism, c'est une backdoor qui est D'accord. donnée à la NSA. Donc on va dire, je suis pas Donc une porte de derrière, donc ça veut dire que c'est la possibilité pour les autorités de mettre d'accéder, la main dans le pot de confiture cette fois-ci. d'accéder sans faire appel à l'opérateur, On met la main dans à le pot de confiture, l'hébergeur, on va d'accéder chercher. aux données, Voilà. c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, et Microsoft a été le premier, le dernier, je crois, a été Apple. Donc, oui, il y a de toute façon, il est tout à fait normal que cet espace numérique soit surveillé par des autorités des différents États. Et je crois que la lutte contre le terrorisme, elle est totalement légitime. Là où on peut discuter, c'est sur les garanties qui sont données aux citoyens. Okay. Mais les mauvaises langues ou ceux qui pensent mal s'étonnent quand même qu'aux États-Unis, on n'ait pas encore de loi fédérale sur la protection des données à caractère personnel. Alors, Et on se demande s'il n'y a pas un marché, ces gens-là, D'accord. pas moi, se D'accord. demandent s'il n'y a pas un marché entre ces grandes entreprises qui nous surveillent dans le cadre du marketing prédictif tout à fait, tout pour à fait. faire des affaires, mais qui sont des collaborateurs quand même très zélés par ailleurs des autorités. Alors moi je veux quand même aussi faire le lien un petit peu avec l'actualité, hein, parce que là, donc avant-hier a été votée au Sénat la nouvelle loi sur le renseignement, hein, qui instaure un Patriot Act un peu à la française. Vous, Philippe Vanier, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque finalement, maintenant, on fait la même chose que les Américains. On instaure une loi donnant la possibilité aux autorités d'accéder aux données comme ça. Je reprendrai ce que Olivier Etéanaou a dit, c'est-à-dire que pour vaincre le terrorisme, il faut pouvoir contrôler ce qui se passe sur le territoire. Donc, vous êtes obligé d'aller dans cette direction-là. Autrement, je reprends les 6 milliards de smartphones dont on parlait tout à l'heure. Ça ne peut pas être une zone de non-droit, cet environnement-là. Donc, vous êtes de fait contraint d'aller vers des systèmes de ce type. Après, effectivement, il y a un contrôle pour que ça ne serve que la lutte antiterrorisme. Donc ces contrôles doivent être mis en place de façon claire. Oui, ça, il Notamment, doit y avoir une force de rappel quelque part. Voilà. Parce Il y a une commission qui est pas prévue dans le cadre de la loi qui validera en fait les demandes. Oui. Alors le Patriot Act américain est effectivement donne un pouvoir considérable, et on a vu qu'il y avait eu des dérives qui étaient au-delà de la lutte antiterrorisme. Donc justement, fort de ce qui s'est passé, de toutes les révélations qui ont eu lieu dernièrement, on est fondé à dire que cette force de rappel à créer dans le Patriot Act français ou européen doit exister. Je ne suis pas persuadé que toutes les attaques sur les entreprises qu'il y a pu y avoir soient uniquement pour la lutte antiterrorisme. Alors c'est vrai que moi, je suis journaliste au Journal du Net, et dernièrement j'ai eu pas mal d'entretiens, notamment avec des hébergeurs français sur la question donc, du Patriot Act. Alors c'est vrai qu'il y a ce point de vue-là, mais il y a aussi le point de vue de certains hébergeurs français qui sont partis aux États-Unis et qui finalement sont allés vendre les clouds français aux États-Unis en disant aux sociétés américaines, nous en France on n'a pas de Patriot Act, venez héberger nos données en France. Donc on a énormément de sociétés américaines. Il y a des hébergeurs français qui voilà, je vais pas citer les noms, mais il y a un certain nombre d'hébergeurs français qui se sont développés sur ce concept-là, donc qui ont pu attirer un certain nombre de sociétés américaines en France. Et ces hébergeurs disent aujourd'hui, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous faire un Patriot Act en France, et on a 20 clients par jour à la hotline qui nous appellent pour nous dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de mes données? Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a un débat, hein, il y a un débat, il y a des points de vue différents, il y a encore une fois, avec des acteurs avec des positionnements Internet différents. ne peut pas être une zone de non-droit. Donc le cadre législatif évolue beaucoup moins vite
que les technologies. Le rythme d'évolution technologique, je parlais tout à l'heure des rythmes de transformation, on voit quand même qu'apparaissent des nouvelles technologies qui révolutionnent très sensiblement le monde numérique avec une vitesse qui surprend tout le monde. Et donc le cadre législatif doit évoluer, mais doit suivre ce rythme-là. Autrement, effectivement, vous avez une zone totale de non-droit. Donc je ne pense pas qu'il y ait une démarche pérenne qui consiste à dire venez chez moi, opérateur de cloud français, allemand, etc., parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne marchera pas à terme. D'accord, Olivier Itéanu, sur cette question, parce que c'est vrai que après il y a un débat citoyen qui n'est pas trop notre débat du jour, parce qu'on est quand même plutôt, je pense, orienté ici business. Ça, je n'aborderai pas. Moi, il y a quand même une différence essentielle. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hébergeurs français qui arrivent à vendre à des Américains d'hébergement. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, d'accord. Tant mieux, voilà, c'est une bonne nouvelle. Notamment, il y a un collectif qui s'est créé avec plusieurs dizaines d'entreprises pour défendre justement ce point de vue-là. D'accord. Moi, je vois quand même une différence essentielle pour notre débat du jour entre le Patriot Act à l'américaine et puis la loi sur l'enseignement française, qui, c'est vrai, il faut reconnaître, est dans la même veine. Mais il y a quand même une différence essentielle, c'est que si vous êtes un constructeur d'avions et que votre principal concurrent est américain, il vaut quand même mieux que ce soit les services de renseignement français qui aient les pouvoirs qu'ils ont plutôt que les services de renseignement américains. Car on ne sait pas où vont les données, on ne sait pas combien de temps elles sont conservées, on ne sait pas à quoi elles servent. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ces services-là, et monsieur Olivier Pioux, le président de Gemalto, pourra nous confirmer, il l'a vécu, si je puis dire, dans sa chair, on sait que ces services de renseignement-là, ils travaillent aussi à l'espionnage industriel au profit des industries locales et nationales. Et donc, ça sert probablement aussi à ça. Et donc, il y a quand même une différence quand même essentielle pour les Européens entre ces lois de renseignement européennes et le Freedom ou USA Patriot Act. Édouard Geffray, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot. Non, enfin, il y a juste un point qui n'est pas inutile de savoir par rapport à l'accès par des autorités publiques étrangères à des données de ressortissants européens. C'est que dans le cadre du projet de règlement européen dont je parlais tout à l'heure, il y a un article qui a été introduit et qui, pour faire simple, c'est de la technique juridique, mais en gros, crée un conflit de droits et oblige, sous peine de sanctions, pour faire simple, à ce que ces accès par des autorités publiques étrangères interviennent dans le cadre d'accords entre l'Union européenne et les pays en question, les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc., pour justement que ces accès soient strictement nécessaires, proportionnés, etc., sous peine d'avoir des dispositifs de rétorsion pas forcément agréables. Et donc du coup, voilà, il y a une réponse juridique à un accès, j'allais dire, qui serait un peu outrancier aux yeux des Européens à des bases de données par des autorités publiques étrangères. D'accord. Bah, écoutez, on a tout petit peu dépassé le temps. Merci à tous, messieurs, pour votre vision et toutes les informations que vous avez pu nous apporter. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup.